poids de ce que nous gardons. Une femme construite à partir de la vérité des autres pourrait-elle survivre à la découverte que sa propre vie reposait sur un mensonge? L'archiviste avait passé 15 ans dans le silence de la bibliothèque municipale de Séville, au printemps 1923, à cataloguer les morts. Pas exactement des corps, mais tout ce que les morts avaient laissé derrière eux, des lettres scellées à la cire, des registres de commerce oubliés, des actes de propriété de maisons déjà effondrées depuis longtemps. Elle avait 34 ans et était célibataire, ce qui, à Séville à cette époque, était une condition traitée avec un mélange de pitié et de suspicion. Cela ne la dérangeait pas. Elle avait appris très tôt que les attentes des autres étaient un poids qu'elle n'avait pas à porter. Elle avait été abandonnée à l'âge de 6 ans. Sans drame. Pas d'orphelinat, pas de tragédie. Sa mère l'avait simplement confiée à un pensionnat religieux à Cordoue, promis de revenir dans la semaine, et n'était jamais revenu. L'archiviste avait attendu à la porte pendant 3 jours avant qu'une nonne ne la prenne enfin par la main pour la faire entrer. Elle avait grandi en croyant que l'amour était une promesse que l'on faisait tant qu'on avait encore l'intention de la tenir, et que l'on rompait lorsque la vie rendait son maintien inconfortable. Alors elle avait placé sa foi dans les documents. Les documents n'abandonnaient pas. Ils conservaient exactement ce qu'on leur confiait. Puis l'ingénieur arriva. Il vint à Séville en février, engagé par la ville pour inspecter l'ancien réseau d'aqueducs en vue d'un ambitieux projet de restauration, dans le cadre d'un effort plus large de modernisation de la ville avant l'exposition ibéro-américaine de 1929. Il était portugais, âgé de 40 ans, et sa réputation le précédait par les canaux officiels, disciplinés, méticuleux, difficiles. Il vint à la bibliothèque parce que les cartes romaines originales des réseaux d'eau souterrains de Séville étaient conservées, dans un meuble plat que personne n'avait ouvert depuis 20 ans. Elle l'ouvrit pour lui. Ce fut le commencement. L'ingénieur était un homme qui se déplaçait dans les espaces comme s'il les mesurait. Il marchait près des murs. Il parlait en phrases précises. Il prenait des notes dans les marges de ses propres notes. L'archiviste reconnut quelque chose en cela, un homme qui avait appris à occuper le moins d'espace possible. Elle ne posa pas de questions. Elle lui remit les cartes et le laissa à la grande table près de la fenêtre. Il revint le lendemain matin. Puis le jour suivant. À la 3e semaine, ils déjeunaient ensemble sur les marches derrière la bibliothèque, dans la lumière pâle d'un février sévillan, partageant du pain et des olivets, peu à peu, des phrases qui n'avaient rien à voir avec les aqueducs. Elle lui parla d'une lettre qu'elle avait trouvée cette semaine-là, écrite par une femme à son mari parti pour les Amériques en 1840 et jamais revenu. L'ingénieur l'écoutait avec ce type d'attention que la plupart des gens réservent uniquement aux informations sur lesquelles ils seront interrogés plus tard. Il lui dit, en retour, qu'il avait été fiancé autrefois à une femme de Lisbonne. Elle avait épousé quelqu'un d'autre pendant qu'il était parti en mission de relevé aux Açores. Il le dit sans amertume, ce qui lui sembla plus troublant que l'amertume elle-même. Leur amour ne fut pas un événement unique, mais une succession de renoncements discrets. Elle lui montra des choses que personne d'autre n'avait touchées, une carte dessinée à la main d'une rue qui n'existait plus, un ensemble de recettes écrites en arabe, une photographie de la bibliothèque telle qu'elle était en 1870. Il lui montra ses carnets de terrain, avec leurs mesures précises et leurs dessins occasionnels dans les marges, de petits croquis de choses qu'il avait vues et qui n'avaient aucune pertinence technique, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de noter. Un pigeon sur un contrefort. Une chaussure d'enfant abandonnée sur une place. Elle comprit que c'était ces choses-là qu'il aimait et qu'il ne pouvait expliquer. En avril, ils étaient amoureux. Aucun des deux ne le dit. Mais ils s'attardaient chaque soir à la porte de la bibliothèque, et les adieux devenaient plus longs et plus complexes, et un après-midi il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, puis parut surpris par sa propre main, et elle ne recula pas. L'obstacle arriva, comme arrivent souvent les obstacles, sous la forme d'une lettre administrative. L'ingénieur fut convoqué à une réunion avec le commissaire de la ville, qui lui annonça que le projet d'aqueduc était en cours de restructuration. Le gouvernement portugais s'inquiétait de voir un citoyen passer 14 mois dans un pays étranger. L'ingénieur devrait retourner à Lisbonne en juillet pour renouveler son autorisation de travail et défendre le projet devant un comité conjoint. Le processus, estima le commissaire, pourrait durer entre 3 et 6 mois. Ensuite, il n'était pas certain qu'il soit réaffecté à Séville. Les budgets changeaient. La politique changeait. Tout changeait.
L'ingénieur vint à la bibliothèque cet après-midi-là et le lui dit directement. Ce n'était pas un homme qui adoucissait les choses. Elle écouta. Elle posa le document qu'elle tenait entre les mains. Elle dit « Je vois ». Ces deux mots contenaient bien plus qu'il ne semblait. Ce qu'elle ne dit pas, qu'elle savait que cela allait arriver, comme on sait qu'un orage arrive non pas par le ciel, mais par la qualité de l'air. Qu'elle attendait depuis toujours la chose qui emporterait tout, parce que dans son expérience l'amour était toujours un prélude au départ. Qu'elle se préparait déjà, dans les petites pièces froides de sa vie intérieure, à être abandonnée encore une fois. Elle dit « Quand pars-tu » Il dit « Ce n'est pas de cela que je viens parler ». Elle le regarda. Il dit « Je veux te demander de venir à Lisbonne avec moi. Pas pour le comité, pas pour le projet. Comme ma femme. » La pièce devint silencieuse. La poussière bougeait dans la lumière de l'après-midi. Elle dit qu'elle y réfléchirait. Ce n'était pas vrai. Elle avait déjà décidé. Elle avait décidé non. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle l'aimait, et parce qu'elle savait qu'elle suivrait cet homme à travers une frontière et dans une ville où elle ne connaissait personne, et qu'elle reconstruirait toute sa vie autour d'une promesse, et que les promesses pouvaient être brisées. Ce serait catastrophique. Elle n'y survivrait pas une deuxième fois. Elle passa 3 jours dans cette décision. Elle était très douée pour être seule. Elle traversait les archives après la fermeture et passait ses mains sur les dos des registres les plus anciens, se disant que cela suffisait. Cela avait toujours suffi. Puis elle trouva la lettre. Elle était mal classée, enfouie dans un lot de correspondances des années 1890 qu'elle cataloguait pour une subvention de restauration. L'enveloppe était adressée dans une écriture qu'elle ne reconnut pas. Le nom sur la lettre était celui de l'école conventuelle de Cordoue où elle avait grandi. Elle l'ouvrit, comme son devoir professionnel le lui permettait. Elle provenait de l'état civil de la ville de Séville, datée de 1895, adressée à la mère supérieure. Elle faisait référence à une fillette de 6 ans, confiée au couvent par une femme qui avait été internée, de manière involontaire, dans un sanatorium à Grenade 3 jours après avoir laissé l'enfant à la porte. La lettre confirmait que la femme était morte au sanatorium en 1901. Le registre écrivait pour s'assurer que l'enfant avait été correctement documenté. Le nom de l'enfant était son nom. Sa mère ne l'avait pas abandonné. Sa mère avait été emmenée. Il y avait une différence si grande qu'elle n'avait pas de fond. Elle resta assise à son bureau pendant très longtemps. Dehors, les cloches de la Giralda marquaient les quarts d'heure. Elle avait passé 28 ans à porter la version d'elle-même qui avait été abandonnée, l'enfant au portail que l'on n'avait pas jugé digne de revenir chercher, et cette version avait façonné tout le reste, chaque mur, chaque refus, chaque distance soigneusement maintenue. Et elle avait été construite sur la mauvaise histoire. Elle pensa au croquis en marge de l'ingénieur. Le pigeon. La chaussure. Les choses qu'il aimait sans pouvoir les expliquer. Elle mit la lettre dans son sac et sortit de la bibliothèque, traversa la ville jusqu'à la chambre qu'il louait rue Sierpe, et frappa à sa porte. Quand il ouvrit, elle dit « J'ai quelque chose à te dire, et ensuite il faut que tu me le demandes encore. » Elle lui parla de la lettre. Elle lui raconta, pour la première fois, la véritable histoire de son enfance, toute son architecture, non pas la version digne qu'elle avait répétée, mais l'enfant de 6 ans au portail du couvent. Il l'écouta sans l'interrompre, sans s'approcher d'elle, simplement présent comme il l'avait toujours été, comme s'il n'avait nulle part d'autre où être. Quand elle eut fini, il dit « Te demander quoi ?» Elle dit « Tu sais bien. » Il resta silencieux un moment. Puis il dit « Viendrais-tu avec moi à Lisbonne ?» Elle dit oui. Mais Lisbonne se compliqua presque immédiatement. Lorsque l'ingénieur présenta leur projet à sa famille, son frère aîné, qui dirigeait l'entreprise familiale de génie civil et contrôlait les contrats qui finançaient une grande partie du travail de l'ingénieur, exprima très clairement son opposition. Il ne considérait pas qu'une archiviste espagnole sans liens familiaux ni argent fût une épouse convenable pour un homme dont la réputation professionnelle commençait à attirer une attention institutionnelle sérieuse. Il le dit devant elle. Il le dit une fois, clairement, puis n'en parla plus, car c'était un homme pragmatique et il estima que cela suffisait. Cela fut presque suffisant. L'ingénieur, qui avait dépendu toute sa carrière du réseau de contacts de son frère, qui n'avait jamais réussi à mener à bien un grand projet sans le soutien de l'entreprise,
qui lui avait dit un jour que la famille était la seule chose dont il n'avait jamais appris à se passer, garda le silence pendant 4 jours. Elle comprit ce que signifiait ce silence. Elle avait catalogué assez d'histoires pour savoir que les hommes ne choisissent pas facilement contre les structures qui les ont construits. Elle fit sa valise. Elle écrivit une lettre au directeur de la bibliothèque de Séville demandant à reprendre son poste. Elle laissa la lettre non scellée sur la table de la petite chambre qu'elle louait près du quartier de l'Alfama, afin de pouvoir encore décider de ne pas l'envoyer. Le 4e jour, l'ingénieur se rendit au bureau de son frère. Elle ne sut pas ce qui fut dit. Il ne lui raconta jamais tout, et elle ne demanda jamais. Il revint le soir, les mains dans les poches, avec le visage d'un homme qui vient de déposer quelque chose de très lourd. Il dit, « Je lui ai dit que je trouverais mes propres contrats. Que l'entreprise garde le nom. » Elle dit, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Il dit, « J'ai passé 40 ans à faire ce que les autres attendaient de moi. Je pense que je peux m'accorder une décision à moi. » Elle prit la lettre pour Séville et la déchira en morceaux. Ils se marièrent à Lisbonne en septembre 1923, lors d'une cérémonie civile avec 2 témoins, le superviseur du projet d'aqueduc et une femme du quartier de l'Alfama qui lui avait prêté une aiguille et du fil la semaine précédente et avait été invité en raison de cette petite bonté. L'ingénieur reconstruisit sa pratique professionnelle lentement, grâce à des contrats indépendants, plus précaires mais aussi, nota-t-elle, plus intéressants pour lui. Il recommença à faire des croquis dans les marges, plus qu'auparavant. Elle trouva un travail à la Bibliothèque nationale, d'abord comme catalogueuse temporaire, puis, en l'espace de 2 ans, comme responsable de la section des manuscrits historiques. Les archives de Séville lui envoyaient des lettres de temps à autre, posant des questions auxquelles elle seule pouvait répondre, et elle y répondait par courrier avec le soin méticuleux de quelqu'un qui aimait encore son travail et n'avait plus besoin que le travail l'aime en retour. Au printemps 1925, elle reçut un colis du couvent de Cordoue. La mère supérieure, déjà très âgée, avait passé des décennies à trier la correspondance et retrouva la lettre du registre civil de 1895, l'original, ainsi qu'une petite photographie de sa mère prise avant sa maladie. Une jeune femme aux mêmes pommettes que l'archiviste et à la même façon de se tenir légèrement à l'écart de tout, comme si elle mesurait la distance. Elle plaça la photographie dans un cadre sur son bureau, entre le dictionnaire et la lampe, où elle pouvait la voir sans avoir à la chercher. Ce soir-là, lorsque l'ingénieur rentra d'une visite de chantier le long du Tage, il s'assit en face d'elle à la table du dîner et remarqua immédiatement la photographie, parce qu'il remarquait tout. Il demanda qui c'était. Elle dit, « Ma mère. » Il se trouve qu'elle cherchait un moyen de revenir depuis le début. Elle a simplement manqué de temps pour le trouver. Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne, et ils restèrent un moment sans parler, dans ce silence particulier de 2 personnes qui ont fait de leur maison les choses dont elles avaient autrefois peur, et découvrent, avec une surprise considérable, que la maison tient. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.